Focus News, un rendez-vous de décryptage, d'analyse et d'explication des enjeux de la géopolitique. Focus News, invité de cette semaine. Le politologue Joseph Daher décrypte le plan cessez-le-feu entre Israël et Hamas. Focus News, préparé et présenté par Rostom Afid Gheshati et ses invités. Joseph Daher, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Je rappelle que vous êtes titulaire d'un doctorat en études du développement à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres au Royaume-Uni et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Lausanne en Suisse. Vous êtes l'auteur de Le Hezbollah, un fondamentaliste religieux à l'époque du néolibéralisme. Le 31 mai 2024, le président américain a présenté un plan de cessez-le-feu qu'Israël avait rédigé. Laissez-moi juste rappeler que depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont intensifié les initiatives pour un éventuel plan de cessez-le-feu. Pourquoi déjà cette implication américaine ? Tout d'abord, l'implication américaine s'explique par son soutien depuis plusieurs décennies à l'État d'Israël, qui sert les intérêts américains dans la région pour consolider l'influence américaine dans la région, particulièrement depuis, on va dire, 1967. L'État d'Israël reçoit une aide moyenne d'environ 4 milliards de dollars annuellement et depuis le 7 octobre, les États-Unis ont versé à peu près 6 milliards de dollars à l'État d'Israël. Il est très clair que sans l'appui militaire, économique et politique des États-Unis, Israël n'aurait pas pu poursuivre sa guerre génocidaire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cette raison que les États-Unis sont complices et responsables également de cette nouvelle Nakba, nouvelle catastrophe qui est en train de se dérouler sous nos yeux dans la bande de Gaza. Et dès lors, dans la volonté de protéger un de ces États, dans la volonté de protéger un de ses alliés cruciaux dans la région pour maintenir et consolider l'influence américaine, les États-Unis sont impliqués sur ce dossier également depuis plusieurs décennies. Et de même, on a parlé, il a présenté des plans de cessez-le-feu, mais cela sert plutôt les intérêts également américains face à une contestation interne, particulièrement au sein des partis démocrates, de plus en plus importante, face au président Biden, considéré comme trop conciliant envers l'État d'Israël. Il perd une partie d'un électorat arabe, musulman, et une partie de la gauche du Parti démocrate. De plus, les États-Unis voient bien la peur que cette guerre embrase plus généralement la région, comme ça a pu être le cas à plusieurs reprises dans ces derniers mois, et ce qui ne sert pas les intérêts américains également dans la région. Donc c'est pour ça qu'on peut voir l'implication des États-Unis aux côtés d'Israël et aussi dans une volonté de trouver une soi-disant cessez-le-feu qui est encore pour l'instant refusé par le gouvernement israélien dirigé par Netanyahou. La proposition présentée par le président Biden est incomplète, a déclaré le porte-parole David Mencer, citant des propos du Premier ministre Netanyahou. Quelles sont les lacunes du plan du cessez-le-feu qui ne sont pas au goût de Netanyahou ? Non, il ne s'agit pas de savoir si le plan est complet ou pas, c'est qu'il ne répond pas actuellement aux intérêts du Premier ministre Netanyahou, qui refuse un cessez-le-feu, je dirais pour deux raisons principales. C'est que plus la guerre dure, cela, selon lui, sert ses intérêts personnels politiques pour retrouver une certaine forme de popularité au sein de la société israélienne à travers sa base populaire et aussi de maintenir son alliance avec l'extrême droite fascisante israélienne qui refuse tout plan de cessez-le-feu. Et surtout depuis le départ de personnalités considérées dans le spectre politique israélien comme plus de centre-droit, Galan et d'autres, du cabinet de guerre, il renforce son alliance dès lors avec l'extrême droite fascisante israélienne et qui ne veut pas voir d'un cessez-le-feu. Donc, les raisons pour le gouvernement de Netanyahou de refuser ce cessez-le-feu sont principalement politiques. D'ailleurs, il y a de nombreuses voix au sein de l'armée d'occupation israélienne, dans son état-major, qui appellent de ses voeux un cessez-le-feu tout de suite.
Donc, on peut voir qu'il s'agit surtout de considérations politiques. Souvenez-vous que la guerre de 67 et la guerre de 73, on pouvait presque dire à l'époque que le problème était réglé par l'URSS et les États-Unis, principalement par les États-Unis. C'était une époque où les États-Unis avaient une quantité de relais dans la région. Qu'en est-il aujourd'hui des États-Unis, dernière superpuissance, devant la crise israélo-palestinienne et devant les décisions excessives de Netanyahou, qui n'a pas trop tendance à suivre ce que le grand frère lui propose, notamment les États-Unis? Pour comprendre les tensions actuelles, je dirais, entre le gouvernement états-unien et le gouvernement israélien, il faut vraiment comprendre aussi une relation d'un État qui aide un État allié, mais dans lequel des tensions peuvent exister. Mais voilà, il y a des désaccords tactiques, on va dire, notamment entre Netanyahou qui voudrait poursuivre ses actions, soit militaires, politiques, de guerre, sans aucune contestation de son soutien et allié états-unien, alors que, dans l'autre sens, Biden doit également chercher à la fois à maintenir l'influence américaine dans la région, et cela passe par son alliance avec l'État d'Israël. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils encourageaient, dans la droite lignée des années 90, une normalisation de l'État d'Israël avec les États arabes, et notamment ces dernières années, particulièrement avec l'Arabie saoudite. Cela permettrait de consolider l'influence américaine dans la région, notamment face à la rivalité avec la puissance chinoise montante, qui a consolidé également de son côté de ses relations avec un certain nombre d'États arabes, particulièrement les monarchies du Golfe. Donc, il y a cette volonté des États-Unis de maintenir cette alliance, de la consolider, de la renforcer. D'ailleurs, ça se voit comme je l'ai mentionné auparavant, l'aide massive militaire, économique, politique envoyée par les États-Unis à Israël et qui le rend complice des crimes de guerre commis par l'État d'Israël. Encore une fois, sans ce soutien, Israël n'aurait pas pu poursuivre cette guerre jusqu'à maintenant. De l'autre côté, Biden voit, et le Parti démocrate, l'establishment du Parti démocrate, voit que les élections présidentielles arrivent aux États-Unis et que cette guerre est impopulaire chez de nombreux, comme je l'ai mentionné auparavant, la partie gauche du Parti démocrate, population arabe / musulmane, le fait que Biden soutienne de cette manière, quasi inconditionnelle, l'État d'Israël est très impopulaire. L'on constate que dans cette crise, les États-Unis continuent à parler sans que la parole ait le moindre effet. Quelle est l'alternative pour rétablir les choses, Joseph Daher? Disons, il y a une véritable volonté d'imposer un cessez-le-feu. Les États-Unis pourraient menacer d'envoyer, de couper l'envoi d'armes vers l'État d'Israël, imposer ces décisions à l'État d'Israël. Ceci va finalement mettre à la crédibilité des Américains et sur plusieurs niveaux, tels la crédibilité des États-Unis dans le monde, la crédibilité des États-Unis auprès de ceux qui sont censés protéger, la crédibilité du président des États-Unis auprès de l'opinion publique américaine qui s'apprête à voter. Tout y est pour effectivement faire le maximum, non? Si vous parlez de la crédibilité des États-Unis comme garant de soi-disant ordre démocratique et libéral, cette crédibilité a été perdue depuis bien longtemps. Et en fait, il faut déjà remonter à la guerre américaine d'intervention et d'occupation de l'Irak en 2003. Mais aussi, depuis la guerre du 7 octobre, cela s'est renforcé particulièrement au sein des populations qu'on peut parler de la périphérie ou issues du Slot global, qu'on voit la réaction de deux poids, deux mesures concernant les États-Unis, mais comme la majorité des États occidentaux, face à l'invasion russe de l'Ukraine et face à la guerre génocidaire de l'État d'Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ce qui est sûr, c'est que ça remet en cause, en partie, ou en tout cas met en danger la consolidation de l'influence américaine dans la région et surtout sa relation avec ses alliés des États arabes dans la région. Car les actions de l'État d'Israël menacent la région dans sa globalité, renforcent ses sentiments anti-américains et de même les critiques face à des régimes arabes très souvent considérés comme, en tout cas, silencieux ou complices
par rapport à leurs relations, que ce soit avec les États-Unis ou parfois directement avec l'État d'Israël, face au massacre des Palestiniens. Donc cela, en tout cas, remet en cause en partie la possibilité de reconsolider encore davantage l'influence américaine dans la région. Les bombardements sur Gaza sont quotidiens et durent depuis presque 9 mois. Le Premier ministre israélien a répété sa détermination à poursuivre la guerre jusqu'à la destruction de Hamas, qui est son objectif. Est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt mal parti? Les objectifs déclarés du gouvernement israélien ont été de dire qu'ils veulent la destruction du Hamas et la libération des otages. Dans les deux cas, on peut dire que ces objectifs sont complètement un échec. Et d'ailleurs, bon, on peut en partie remettre en cause ces objectifs déclarés avec d'autres objectifs, je pense, qui sont liés à la nature de l'État d'Israël comme un État colonial de peuplement. C'est la volonté d'éliminer les Palestiniens. C'est pour ça que j'ai parlé en fait de Nakba auparavant, pour parler de la situation actuelle à Gaza, de cette guerre génocidaire. Mais la Nakba, ce n'est pas simplement un événement ponctuel. Lors de la création de l'État d'Israël, le déplacement forcé de plus de 750 000 Palestiniens, c'est aussi un processus continu de tentative de déplacer de force ou éliminer les Palestiniens et Palestiniennes. Et là, on peut voir un des objectifs, je pense, c'est de rendre Gaza inhabitable, de pousser dehors les Palestiniens des territoires palestiniens, mais aussi de rendre dépendant encore davantage la bande de Gaza de l'aide humanitaire en la détruisant complètement. Donc, ça, c'est un peu les objectifs qui sous-tendent aussi l'action militaire israélienne, de même comme on peut comprendre l'expansion de la colonisation en Cisjordanie, l'expansion des attaques de colons et des militaires contre les Palestiniens et Palestiniennes dans cette perspective. Donc aujourd'hui, oui, les objectifs déclarés, destruction du Hamas, sont un échec. Il y a encore des combats continus, de même que la libération des otages, qui d'ailleurs, selon un certain nombre de déclarations issues de dirigeants et de militaires de l'armée d'occupation israélienne, serait réalisé beaucoup plus rapidement par la mise en place d'un cessez-le-feu de négociations avec le Hamas. Joseph Daher, pour mieux comprendre la situation, on se réfère un peu à la guerre d'Algérie. L'éradication du Hamas aujourd'hui n'est pas davantage possible que l'éradication du FLN pendant la guerre d'Algérie, suite par exemple du massacre de Philippeville de août 1955. Pourquoi et pour quelles raisons l'éradication de Hamas s'avère impossible pour Netanyahou dans cette guerre? Bon, déjà, au niveau militaire, il me semble très compliqué de pouvoir éradiquer militairement un mouvement politique avec une branche armée. Et d'ailleurs, comme on peut le voir dans la réalité actuelle, le Hamas, même si très affaibli, maintient une présence armée dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. On entend encore qu'il y a des combats dans certains endroits. Donc, après plus de 9 mois d'une guerre catastrophique sous tous ces aspects, le Hamas se maintient. Mais plus largement, le Hamas n'est pas réduit à sa branche armée, c'est aussi un mouvement politique. Qu'on soit opposé ou pas politiquement à ce mouvement, il dispose d'une base populaire large qui ne va pas disparaître, ni dans la bande de Gaza, ni ailleurs d'ailleurs. Et il faut savoir que la popularité du Hamas a grandi, notamment en Cisjordanie occupée, mais également dans un certain nombre de territoires adjacents à la Palestine où il y a des camps de réfugiés palestiniens. On peut voir au Liban notamment, il y a des campagnes pour recruter davantage de réfugiés palestiniens. Donc, l'idée de pouvoir détruire militairement un parti politique et sa branche armée est, a priori, comme vous l'avez mentionné historiquement, très compliqué, sinon impossible. Un autre exemple existe, c'est lors de la guerre de 2006. Contre le Liban, Israël avait déclaré sa volonté de détruire, en tout cas d'affaiblir fortement le Hezbollah libanais. C'était le contraire qui était arrivé après 33 jours. On savait que le projet de l'éradication de Hamas ne pouvait pas aboutir pour plusieurs raisons. Pour ce type de guerre qui n'est pas un État face à un autre État, mais un État face à un groupe très implanté, mêlé intimement ou familialement, amicalement à la population, il n'est pas possible de parvenir à sa éradication. Pensez-vous que Netanyahou lui-même s'en doutait? Oui, je le pense très fortement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait également d'autres objectifs dans le cadre de cette guerre, à la fois liés à la nature de colonie de peuplement de l'État d'Israël, de volonté d'éliminer, d'expulser
un maximum de Palestiniens et Palestiniennes, de rendre Gaza invivable. Et donc aussi, bon, maintenant ça sert également ses intérêts politiques personnels de se maintenir au pouvoir. Mais voilà, il est clair pour moi. D'ailleurs, même les dirigeants de l'armée israélienne d'occupation ont dit qu'il n'était pas possible de détruire le Hamas militairement de cette manière. Donc, je pense, oui, complètement, il y avait d'autres objectifs non déclarés à travers cette guerre. La catastrophe est là. Nous en sommes à un terrible décompte de 39 900 morts. Voilà l'effet d'un certain aveuglement. S'arrêter aujourd'hui sans pouvoir offrir des preuves concrètes de réussite même partielle, c'est un terrible aveu d'échec et c'est la raison pour laquelle on n'est pas dans une ambiance optimiste, Joseph Daher. Non, bien au contraire, la situation des Palestiniens et Palestiniens est absolument catastrophique. Vous avez cité des chiffres de plus de 40 000 morts, peut-être c'est bien davantage. Encore une fois, plus de la moitié de la bande de Gaza est détruite, ses infrastructures. Il y a des personnes un certain nombre de secteurs de la population qui manquent de biens alimentaires de base, ne peuvent pas se nourrir, etc. Non, il s'agit d'une situation catastrophique et c'est sans oublier que les attaques aussi contre la Cisjordanie n'ont cessé d'augmenter, plus de 500 morts palestiniens, et que l'accumulation par dépossession des terres en Cisjordanie occupée a également énormément augmenté depuis le 7 octobre. Donc on peut voir très clairement cette volonté d'éliminer, d'expulser les Palestiniens et Palestiniens, sans oublier également la Palestine de 48, les habitants palestiniens de 48, citoyens d'Israël, qui font face à une répression tout azimut à l'intérieur de l'État d'Israël. Après 9 mois de guerre, qu'est-ce qu'on sait des pertes du Hamas? L'objectif de l'État israélien, c'est de détruire le Hamas. La bande de Gaza est presque rasée de la carte avec tous ces bombardements israéliens. On a connaissance un peu des dégâts. Certes, on connaît le nombre des morts, mais dans les forces de l'état-major Hamas, il a été très affaibli, cet état-major. Si l'on parle de l'état-major militaire du Hamas, de sa branche armée, il est très difficile d'avoir des informations plus ou moins sûres. On est encore dans un état de guerre, comme on le sait tous et toutes. Tout ce qu'on sait, c'est que bien qu'il est très probable, vu voilà, cette guerre meurtrière, qu'un certain nombre de militants du Hamas aient été tués par l'armée d'occupation israélienne, qu'une partie de ces infrastructures, tunnels et autres aient été détruites. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'informations claires sur quelle est la situation du mouvement armé du Hamas, de ses hauts commandements. A priori, la majorité d'entre eux sont toujours vivants, en tout cas des piliers de cette branche armée. Donc il est très difficile aujourd'hui d'affirmer dans quelles conditions se situe, quelle est la situation exacte de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza. Et c'est sans oublier aussi que une des particularités je veux dire, des partis politiques palestiniens, ils ne se réduisent pas simplement au territoire occupé palestinien. Il y a une partie du bureau politique qui se situe à l'extérieur. Ils ont, ces dernières années, renforcé d'ailleurs leur présence également au Liban, en alliance avec le Hezbollah, etc. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en considération. Soyons rationnels. Est-ce qu'on connaît vraiment le nombre de morts de cette guerre, sachant que l'on ne connaît pas le nombre exact de victimes, mais on s'accorde à considérer que les 39 900 dont on parle aujourd'hui sont sous-estimés parce qu'il y a une quantité de disparitions sous les décombres que l'on n'a pas pu intégrer dans ces calculs. À votre avis, quel est le nombre réel de morts dans cette guerre ? Même si on parle de 39 000 morts, est-il possible de déterminer le nombre de combattants du Hamas et comment les identifier ? C'est une excellente question pour laquelle je n'ai pas forcément de réponse. Il y a beaucoup d'informations qui sortent, ou en tout cas des déclarations de presse, des déclarations de l'armée d'occupation israélienne, des services de sécurité ou de renseignement états-uniens, qui aurait plusieurs dizaines de milliers de soldats du Hamas qui sont assassinés ou qui font partie des morts
de ces plus de 40 000 Palestiniens tués dans la bande de Gaza, mais il faut prendre avec des pincettes ce genre d'informations qui font plus office de propagande, essayer de légitimer l'assassinat de Palestiniens et Palestiniennes en les catégorisant comme membres du Hamas ou comme membres de la branche armée du Hamas, etc. Donc, je n'ai pas de réponse exacte parce que je pense qu'on n'en a pas. Dans les organisations combattantes non étatiques, il n'y a pas de distinction formelle entre le combattant et le non-combattant. Vous pouvez bien être le combattant d'un jour et le non-combattant du lendemain. En revanche, on sait qu'il y a entre 15 000 et 20 000 enfants qui ont péri qui n'étaient pas des combattants de Hamas, non? Tout à fait. Non, vous avez totalement raison. Et il faut également, on l'oublie, au-delà de cela, hein, vous avez totalement raison de rappeler qu'il y a plus de 15 à 20 000 enfants assassinés, sans parler un certain nombre de femmes également, plusieurs milliers de femmes qui ont été assassinées, qui a priori n'étaient pas des membres combattantes du mouvement Hamas, qui ont été assassinées. Donc, la grande majorité des pertes sont civiles. Mais au-delà de cela, il faut aussi rappeler que le Hamas n'est pas le seul groupe dans la bande de Gaza qui résiste face à la guerre israélienne. Il y a tout un certain nombre de groupes politiques palestiniens allant du Fatah au FPLP et de Djihad islamique qui également résistent face à la guerre de l'armée d'occupation israélienne. Donc il ne s'agit pas simplement de combattants du Hamas aussi. Après bientôt 9 mois de guerre, il s'avère que Hamas est toujours opérationnel. En juin dernier, Hamas lance des roquettes sur le territoire israélien. Est-ce que ceci pourrait être considéré comme une preuve tangible du non-démantèlement de Hamas ? Oui, c'est un indicateur parmi d'autres, je dirais, du fait qu'il est très difficile de complètement annihiler la structure armée du Hamas, de même que d'autres indicateurs du fait que ces derniers jours, on a pu voir des combats également dans le nord de la bande de Gaza ou au centre du territoire entre l'armée d'occupation israélienne et des combattants du Hamas. Donc il y a plusieurs indicateurs qui démontrent que un des objectifs déclarés du gouvernement israélien est un échec jusqu'à aujourd'hui. Une autre indication, les chefs du Hamas, Deif, Senior, Haniyeh, sont toujours là, libres. Ils sont devenus même des interlocuteurs indirects. Pouvez-vous nous dire de quelle manière ces trois chefs mènent les négociations, Joseph Daher ? Alors, les négociations ont lieu pas directement, bien sûr, avec la branche armée du Hamas. Mohamed Deif et Senior sont dans des endroits ultra sécurisés, dont nous-mêmes nous ne savons pas, bien sûr, où ils sont cachés. Et généralement, il s'agit de membres du Hamas de l'extérieur de la bande de Gaza qui mènent les négociations, notamment avec des médiateurs comme le Qatar, l'Égypte, etc., qui ensuite transmettent certaines informations à l'intérieur de la bande de Gaza à ces dirigeants dont nous avons mentionné les noms, Deif, Senior, etc. Donc il y a un jeu qu'il faut prendre en considération les différents acteurs politiques du Hamas, qu'ils soient politiques ou armés, qui rendent difficiles ces négociations. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est Hamas a généralement accepté les plans soumis et le dernier plan de Biden pour un cessez-le-feu, mais que c'est l'État d'Israël qui a systématiquement refusé l'application du cessez-le-feu pour les raisons qu'on a mentionnées auparavant. Un autre élément qui est peut-être le plus tragique pour Israël, c'est que tout indique, suite à l'opération du 7 octobre, Hamas a gagné en popularité au détriment de l'autorité palestinienne, qui est complètement tétanisée. Est-ce que la haine, la revanche ou la pression dans laquelle vivent les Palestiniens qui donne cette légitimité à Hamas au sein de la majorité palestinienne ? Je pense Alors certes, moi-même, je l'ai mentionné auparavant, je pense que le Hamas a gagné en popularité, notamment dans la Cisjordanie et des camps de réfugiés palestiniens dans les pays avoisinants, car perçu comme l'acteur de la résistance, l'acteur politique principal qui résiste face à l'occupant israélien, et tandis que l'autorité palestinienne est perçue, pour une grande majorité de Palestiniens, comme un acteur collaborateur
avec l'occupant israélien. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la Cisjordanie ne s'enflamme pas davantage ou qu'il n'y ait pas plus de résistance, qu'elle soit voilà, armée ou civile ou autre, c'est aussi le rôle que joue l'autorité palestinienne comme en fait protecteur en partie, ou en tout cas coordonne ces actions sécuritaires contre ce genre de résistance avec l'occupant israélien. Voilà, je pense que dans la bande de Gaza, la situation sera plus polarisée, car bon, le Hamas était, entre guillemets, au pouvoir dans la bande de Gaza complètement, tout seul depuis 2007, à la suite de la division palestinienne, et qu'il y avait un sentiment voilà, qui était de plus en plus critique face au gouvernement du Hamas, et il pourrait être considéré comme une partie de la population qui souffre terriblement à Gaza comme responsable de leur situation. Donc il faudra voir les choses par la suite, mais de manière plus générale, si on prend, voilà, pas simplement la bande de Gaza, oui, il y a une montée en popularité du Hamas dans les populations palestiniennes de manière générale, car perçu comme principal acteur de résistance. Si on étudiait mieux l'histoire contemporaine, on comprendrait facilement qu'il y a un phénomène qui se reproduit dans plusieurs guerres. Par exemple, la guerre d'Algérie. Plus l'armée française réprimait le FLN, plus le FLN a gagné en prestige et en popularité au sein de la population musulmane algérienne. Est-ce le cas dans ce conflit israélo-palestinien ? Il y a des comparaisons historiques, je pense, à faire dans le cadre de la dimension coloniale, bien sûr, d'occupation. Voilà, Israël étant, comme je l'ai dit, expliqué, une colonie de peuplement à l'origine, et qui occupe des terres, voilà, la Palestine historique dans son entier, depuis 67. Et dès lors, oui, le Hamas, comme d'ailleurs, c'est les principales raisons pour lesquelles il est devenu si populaire, c'est prioritairement parce qu'il, comme je l'ai mentionné auparavant, est perçu comme le principal acteur de résistance, alors que les choix qui ont été faits par l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de signer les accords d'Oslo, de dire officiellement on abandonne la résistance armée, et ce qui est le choix fait par l'autorité palestinienne aujourd'hui, Abou Mazen, mais pas par l'ensemble du Fatah. Le Fatah est très divisé. D'ailleurs, une partie de ces groupes armés à Gaza résistent aux côtés du Hamas. Mais les accords d'Oslo, ils sont morts depuis 25 ans. Disons, ils sont morts-nés. Ils sont morts-nés pour moi, les accords d'Oslo, car en son sein, dans son accord, il y avait déjà l'impossibilité même de réaliser un État palestinien sur 21% de la Palestine historique. Donc les accords d'Oslo n'ont jamais été une volonté de la part d'État d'Israël de réaliser les droits des Palestiniens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être très clair. Dans la déclaration de principe, la seule, entre guillemets, chose qui est donnée par l'occupant israélien, c'est la reconnaissance de l'Organisation de libération de la Palestine comme le représentant légitime des Palestiniens et Palestiniennes. Toutes les questions comme le droit au retour, la possibilité de la création d'un État palestinien étaient repoussées à des discussions ultérieures. Et d'ailleurs, le gouvernement israélien, que fait-il après les accords d'Oslo ? Il renforce la construction des colonies israéliennes dans la Cisjordanie et autour de Jérusalem-Est. Donc il n'y avait pas une volonté d'aller vers la réalisation des objectifs palestiniens. D'ailleurs, Rabin, le Premier ministre de l'époque, dirait très complet, il n'y aura pas d'État palestinien. Donc les accords d'Oslo ont été, entre guillemets, ils sont contradictoires, mais ça a été principalement un mensonge dans la volonté de réaliser les objectifs des droits des Palestiniens. Focus News. Guerre, Israël-Hamas. Un cessez-le-feu possible ou une impasse. Comme je le disais au début de l'émission, alors que Joe Biden a annoncé le 31 mai qu'Israël avait proposé une feuille de route comprenant un retrait des zones habitées de Gaza pour 6 semaines et la libération des otages, Benjamin Netanyahou a affirmé le lundi 3 juin qu'il y avait des lacunes dans cette proposition, selon un porte-parole de son gouvernement. Cette situation isole de plus en plus Israël. Et on a tous vu le nombre de manifestations dénonçant la conduite de Netanyahou dans le monde entier.
Est-ce que cela ne signifie pas qu'Israël est en train de perdre une certaine légitimité devant la communauté internationale? Alors, je pense qu'il y a différentes questions à votre question. Tout d'abord, bon, définissons communauté internationale. On parle généralement de communauté internationale, on signifie les puissances occidentales et les autres grandes puissances. Et je pense qu'il y a une différence entre les gouvernements et les populations. Israël est encore loin, malheureusement, d'être isolé au niveau de l'alliance avec les États. Vous pouvez voir l'alliance réaffirmée, constante, quasiment, de la majorité des États occidentaux avec l'État d'Israël, malgré parfois quelques critiques rhétoriques pour calmer ou pour tenter d'apaiser les critiques qu'il peut y avoir au sein des populations d'un certain nombre de pays occidentaux par rapport à la collaboration avec un État qui viole les droits humains de manière quotidienne. Par contre, vous avez raison, c'est au niveau de la conscience des populations dans le monde, et particulièrement a énormément, s'est étendu, s'est agrandi depuis le 7 octobre. C'est beaucoup plus, disons, il y a une beaucoup plus grande sympathie pour la cause palestinienne, et ça se voit à travers les mobilisations, qu'elles soient étudiantes ou autres, les occupations qu'on a pu voir dans différents pays occidentaux, mais pas simplement, aussi dans d'autres pays, des manifestations qu'on voit à travers le monde en faveur de la solidarité avec la cause palestinienne. Et oui, la vision que l'État d'Israël est un État quand même qui viole les droits humains, colonial, raciste. D'ailleurs, des rapports de différentes organisations de droits humains, on ne peut pas nier leur authenticité ou bien leur volonté de travailler de manière plus ou moins objective, ont caractérisé l'État d'Israël d'un État d'apartheid. Donc oui, à ce niveau-là, il y a un isolement d'Israël au sein des populations dans le sens où il n'est plus perçu comme, en tout cas de moins en moins, comme l'État toujours acculé face à des ennemis qui voudraient le pousser à la mer. Non, c'est lui qui est perçu comme l'agresseur colonial, raciste, etc. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Joseph Daer, le piège de l'ignorance en est pour cause aussi dans cette affaire. Revenons à la guerre d'Algérie. Toute la séquence de la décolonisation qui a commencé avec les émeutes de Steiff en Algérie en 1945 a démontré qu'il est impossible de gagner face aux dominés, face aux colonisés, dès lors que le dominé ne se plie pas aux dominants et qu'il se donne les moyens pour dire non et se révolter. C'est presque une équation mathématique, je dirais. Pensez-vous que la communauté internationale est en train d'en prendre conscience et que la seule solution n'est que politique et pas militaire? Je ferai attention quand même à cette dite équation mathématique. Bien sûr, il y a des cas de décolonisation dans les années 40, 50, 60 qui ont été des réussites, comme l'Algérie et d'autres, ou par la suite même l'Afrique du Sud plus tardivement avec la fin de l'apartheid. Mais encore une fois, je pense que tout en étant Algérie et Israël des colonies de peuplement, je veux dire, les Français ont voulu faire une colonie de peuplement en Algérie et voilà le mouvement sioniste en Israël. Je pense que l'État d'Israël doit être plus comparé dans les colonies de peuplement, dans l'histoire coloniale, avec l'histoire de l'Australie et de l'Amérique du Nord, où les dominés ont malheureusement été éliminés ou expulsés de leurs terres, ou en tout cas réduits à un statut de vivre dans des camps. Donc faisons attention à cela, ça ne veut pas dire que forcément les Palestiniens vont avoir le même sort, mais c'est de faire attention. Même l'historien reconnu Bertrand Badi a dit toujours les peuples colonisés ont réussi à vaincre. Non, ce n'est pas le cas malheureusement. L'histoire de l'Amérique, par exemple, de l'Australie, où on a pu voir la destruction, l'élimination des populations indigènes. Et encore une fois, c'est voilà la nature originale de l'État d'Israël comme colonie de peuplement, de volonté d'éliminer les populations indigènes. Dans ce cadre-là, la solution, quand vous dites elle est politique, oui, toutes les solutions sont politiques, mais il y a une menace véritable de voir l'État d'Israël de volonté. Et c'est pour ça que je disais, au-delà des objectifs déclarés, il y a des objectifs qui sont liés à la nature de l'État d'Israël, de vouloir expulser les Palestiniens et de détruire toute possibilité de vie à Gaza.
Et dans ce cadre-là, la solution, selon moi, elle ne peut pas être liée simplement à l'intérieur de la Palestine historique. Il faudrait, parce que aussi, il ne faut pas oublier, la majorité des régimes arabes collaborent de manière directe ou indirecte avec Israël, ou en tout cas ne cherchent pas à aider les Palestiniens et Palestiniennes, et ont une histoire plutôt à l'encontre du mouvement national palestinien, particulièrement depuis les années 70, du sang sur les mains, et voient souvent d'un mauvais œil. Et parce qu'aussi, ça arrive souvent, la question palestinienne, à des critiques de leur propre régime, qui soit autoritaire, l'injustice sociale, etc. Et moi, je pense qu'une solution, c'est de lier, comme ça a été à un moment le cas dans la fin des années 60, début des années 70, les mouvements palestiniens d'émancipation avec les mouvements d'émancipation sociaux dans la région. D'ailleurs, si vous avez un dirigeant israélien avait déclaré que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, en 2011, il a dit la plus grande menace pour nous, ce n'est pas un engin nucléaire, mais c'est une démocratie en Égypte. Parce qu'il voit bien que les populations de la région sont favorables à la libération et l'émancipation des Palestiniens et Palestiniennes. Donc c'est de lier en fait les luttes régionales avec la question palestinienne, parce que à travers l'histoire, les Palestiniens et Palestiniennes n'ont jamais simplement lutté contre l'État d'Israël, que ce soit durant le mandat britannique, contre le mouvement sioniste, mais ils ont lutté contre à la fois Israël ou le mouvement sioniste avant 1948, et leurs soutiens occidentaux, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre des forces massif. Et dès lors, aussi, changer cet équilibre des forces dans la région, c'est pousser la population israélienne, qui est toujours, dans sa grande majorité, dans une perspective coloniale, de les pousser à changer d'opinion. Parce que ce n'est pas par des débats, il faut être très clair. Quand on regarde l'histoire et là on peut prendre l'exemple de l'Algérie ou bien de l'Afrique du Sud, c'est à travers les luttes de pousser l'occupant à partir, ou en tout cas à trouver une solution politique lorsque le mouvement par en bas a été très fort. Donc c'est changer l'équilibre des forces qui, pour moi, permettra de créer les conditions pour la libération et l'émancipation des Palestiniens et Palestiniennes. Joseph Daher, vous êtes politologue. On fait ici un vol d'horizon sur la situation du dossier palestinien oublié pendant des décennies. Les chancelleries du monde occidental, les gouvernements arabes, la Russie de l'ère Poutine ont tous oublié le dossier palestinien dans les tiroirs. Du coup, les tragédies de génocide que nous vivons actuellement et surtout une opinion publique qui s'organise, les campus universitaires, les cortèges dans les rues dans presque tous les pays, les drapeaux palestiniens que l'on voit à Barcelone dans presque toutes les fenêtres, tous ces mouvements font sortir le dossier palestinien du fin fond des tiroirs. Que va-t-il se passer maintenant ? C'est une excellente question. Je ne suis pas devin, non, mais c'est peut-être l'unique élément positif de la tragédie ou de la catastrophe qu'on est en train de tous être témoins, tous et toutes, face à cette guerre génocidaire, c'est la montée de la conscientisation autour de la question palestinienne, la montée des mobilisations au niveau de la question palestinienne, qui d'ailleurs rassemble des gens qui généralement veulent aussi vivre dans un monde différent, pas dominé par le néolibéralisme autoritaire ni par des versions fascistes. En étant à Paris, je pense, en France actuellement, on voit que ces deux blocs sont d'une menace terrifiante pour les classes populaires, et que la question palestinienne rassemble très souvent des gens qui veulent refuser ces deux blocs. Et l'unique chose positive, c'est que un certain nombre de personnes, de militants, militantes, mais personnes aussi, qui sont investies dans ces mobilisations, font des expériences en commun, s'échangent, et en espérant que ça pourra structurer un mouvement qui cherche à aider les Palestiniens et Palestiniennes, mais également remettre en cause, je pense, les classes dirigeantes de leur pays qui collaborent avec un État qui violent les droits humains de manière quotidienne, et que pour eux et elles, c'est inacceptable. Donc c'est l'unique élément positif, et en espérant qu'on pourra construire sur ça pour permettre des nouvelles luttes, des nouvelles réussites de solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes. Mais au-delà de ça, que sera l'avenir ? Déjà, malheureusement, la guerre est continue contre les Palestiniens et Palestiniennes. Il y a des menaces qui s'étendent de l'État d'Israël face au Liban également.
Donc on est actuellement dans une période très très dangereuse, je dirais, pour différentes raisons, mais que je trouve que la guerre génocidaire israélienne contre les Palestiniens et Palestiniennes reflète des dynamiques nauséabondes dans le monde dans lequel on vit. 3. Focus News. Guerre Israël-Hamas. Un cessez-le-feu possible ou une impasse. Où en est l'opinion israélienne vis-à-vis de la politique de son Premier ministre Netanyahou? La société israélienne est polarisée et à la fois il y a qui s'est très fortement euh, caractérisée par une forme d'unité nationale après le 7 octobre, tous derrière le gouvernement. Cela s'est peu à peu, à travers la guerre qui dure, divisé, on va dire. Déjà, il y a des ministres qui ont quitté le cabinet de guerre, je parlais Galan, etc. Par la gestion de Netanyahou de la guerre, du refus des cessez-le-feu, le refus de négocier la libération des otages, par des choix qui sont considérés comme de volonté d'intérêt personnel, de se maintenir au pouvoir du gouvernement Netanyahou. Et là, on revoit de nouveau aussi, il y a les familles des otages, qui n'ont pas tous les mêmes positions politiques, qui ont aussi critiqué un certain nombre d'entre eux la politique de Netanyahou. Donc on revoit aussi un clivage entre aussi anti-Netanyahou, pro-Netanyahou, qu'on a pu voir avant le début de la guerre d'octobre d'Israël contre les Palestiniens et Palestiniennes, où il y avait une montée des contestations contre le gouvernement Netanyahou. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré ces divisions, pour 95%, 95% des Israéliens, de la population israélienne de confession juive, il y a un soutien à la guerre contre les Palestiniens, dans sa grande majorité. Ils sont 60% en fait. Alors, je pense qu'il y a deux choses différentes. Ceux qui sont pour Netanyahou et ceux qui sont pour la guerre. Dans leur grande majorité, les Israéliens sont pour la guerre. Alors, les statistiques, vous dites 60, peut-être c'est plus élevé. Pour moi, selon mes dires, c'était plus élevé. Mais en tout cas, ce que je veux revenir, c'est que malgré, on parlait beaucoup que la contestation contre l'État la contestation qui a lieu en Israël maintenant et par le passé contre le gouvernement Netanyahou montrait la vivacité de la société israélienne, de ses aspirations démocratiques. Mais le problème, c'est que dans sa grande majorité, comme je disais, ils ne remettent pas en cause, même les anti-Netanyahou, l'occupation, la colonisation, la guerre contre les Palestiniens, etc. Et d'ailleurs, les petites tentatives de vouloir manifester au sein de ces manifestations en faveur des droits des Palestiniens ont été rejetées. En fait, cette dite opposition ne remet pas en cause l'état d'apartheid colonial et d'occupation d'Israël, mais dit simplement on gérera mieux cet État que sous le gouvernement de Netanyahou. Mais il n'y a pas de désaccord de fond, si vous voulez, sur la nature de l'État d'Israël. Et c'est ça qui est problématique. Joseph Daer, politologue, l'a raison dit que la réponse de puissance est une réponse de faiblesse. Il me vient à l'esprit. Dans l'histoire de la France et la guerre en Algérie, nous avons le général de Gaulle, qui face à l'escalade de violence, notamment la guerre d'Alger et la répression des émeutes de Philippeville, et toute cette répression menée contre le FLN, le général de Gaulle a eu une stratégie. Sur le plan théorique, l'armée française a gagné, mais le général de Gaulle voyait cela comme un cercle vicieux et sans fin. D'où le passage à la solution politique. Est-ce qu'Israël, qui a exercé toutes sortes de violences contre les Palestiniens, opterait un jour pour une telle solution, notamment le choix politique? Encore une fois, je pense que même s'il y a des comparaisons à faire, il faut faire attention au niveau des deux situations. Les Algériennes étaient grandement majoritaires au niveau de la population face aux colons français et occidentaux. Et ils ont pu mener, grâce au FLN, une lutte de résistance, etc. La nature de l'État d'Israël, encore une fois, comme colonie de peuplement, vise à éliminer, expulser de force les Palestiniens et Palestiniennes. Et la seule possibilité qui pousserait l'État d'Israël vers des négociations, c'est qu'il y ait un changement de déséquilibre des forces qui l'obligerait, dans ce cadre-là, à ouvrir des négociations. Mais cela n'aura lieu que dans un
perspective de changement des équipes des forces qui n'est pas là actuellement, malheureusement. Si on regarde historiquement les accords d'Oslo, ils sont contradictoires parce que en même temps, il y avait une volonté de l'État d'Israël de ne pas du tout réaliser les objectifs des Palestiniens et des Palestiniens, mais ils sont obligés en partie, et ils ont négocié avec au moment où l'OLP est le plus faible politiquement, économiquement de son histoire, et c'était aussi après une intifada, l'intifada de 87-88 qui s'est déroulée sur plusieurs années, qui était extrêmement large dans sa participation au niveau par en bas. Donc voilà, c'est la seule fois où, pas la seule fois, mais disons où, par rapport aux Palestiniens et Palestiniennes, l'État d'Israël a commencé des négociations avec l'OLP. Voilà, ce qui est structurant et le plus important, je dirais, c'est à quel point les Palestiniens et Palestiniennes, avec leurs alliés, qu'ils soient régionaux ou internationaux, ont la capacité de pousser l'État d'Israël. Et c'est seulement comme ça, par un mouvement par en bas, il ne faut pas espérer un mouvement par en bas de pression populaire, politique, qui poussera l'État d'Israël à faire, à le pousser à accepter de réaliser des droits des Palestiniens. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Encore une fois, Israël est loin d'être isolé au niveau politique, économique et militaire dans ses alliances. Au contraire, il y a toujours, d'ailleurs, un certain nombre d'États arabes maintiennent leurs relations sous la table, ou parfois pas sous la table, avec l'État d'Israël. Je dirais même plus, dans ce conflit israélo-palestinien, la situation s'avère très compliquée. Nous avons deux peuples pour le même territoire. Quelle solution possible à votre avis? Et est-ce que la solution à deux États est-elle toujours possible? Disons, la question de la solution, c'est au peuple palestinien de décider de son avenir. Donc, soutien à l'autodétermination du peuple palestinien face à son occupant colonial, et ils décideront de leur avenir. Moi, personnellement, je pense que la solution d'un État, ce qui était initialement soutenu en partie par l'OLP, c'était un État démocratique. Il ne disait pas forcément laïque, mais en tout cas civil, égalité des citoyens et citoyennes. Pas du tout de pousser d'ailleurs les Juifs à la mer, ils reconnaissaient leur existence et qu'ils resteraient, ils décideraient, ils seraient ensemble sur cette terre. Je pense qu'un État démocratique, laïque, et pour les Palestiniens et Israéliens, aussi un démantèlement des structures d'apartheid de l'État d'Israël est absolument nécessaire, de même qu'une forme de redistribution des richesses en faveur des Palestiniens et Palestiniennes qui ont souffert de la dépossession depuis plusieurs décennies, depuis 1948, et à certains égards avant, sous le mandat britannique, donc le droit au retour. Mais voilà, c'est penser aussi une solution régionale, beaucoup plus large, de connexion et autres. Mais voilà, je dirais, c'est la réalisation des droits des Palestiniens et Palestiniennes, notamment la fin de l'occupation, la fin de la colonisation, la fin des structures d'apartheid, le droit au retour, l'égalité. Et cela passe par, de facto, le démantèlement des structures de l'État d'Israël actuel, qui sont racistes, coloniales et occupantes. Donc, et penser qu'on pourrait achever ou réaliser une stabilité dans le cadre de la Palestine historique sans la réalisation des objectifs palestiniens, je pense, est une erreur. Et dans ce cadre-là, quid du deux États, qui est la solution poussée par la majorité des États occidentaux. Disons, même dans un aspect théorique, si on soutenait cette solution, aujourd'hui, il y a plus de 700 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie occupés. Que va se passer? De plus, juste en termes de comparaison, lorsque Ariel Sharon, ancien Premier ministre d'Israël et criminel de guerre, a opté pour le retrait des 8000 colons de la bande de Gaza, pour chaque colon, il y avait besoin de 3 policiers soldats environ. Donc c'était un ratio de à peu près 24 000 policiers soldats pour retirer 8000 colons. Imaginez pour 700 000 colons.
Donc, c'est pas possible. Et enfin, le plus important, il n'y a pas de volonté politique de la classe dirigeante israélienne d'accepter l'établissement d'un État palestinien. Ce qui manque, Joseph Daer, pour cette solution, c'est la volonté politique qui se résume du côté israélien en l'absence d'un acteur politique qui en fait un projet. L'idée de deux États n'est portée par personne en Israël. Du côté palestinien, il n'y a pas d'interlocuteur parce que tout a été fait pour diviser ceux qui sont censés porter ce projet. Quel intérêt réel le Likoud pourrait avoir dans la division de l'interlocuteur palestinien? On se souvient tous comment Israël se réjouissait des élections de Hamas. Oui, je pense tout d'abord qu'il faut faire attention. Le fait qu'il y ait un interlocuteur ou pas peut faciliter les choses, mais n'est pas forcément un obstacle. Lorsqu'il y avait un dit interlocuteur du type OLP, Israël, voilà, le traité de Nazi, un peu la même rhétorique actuellement, il utilise face à Hamas en le comparant à Daesh ou il y a 20 ans en arrière à Al-Qaïda pour délégitimer cet acteur. Encore une fois, qui est critiquable, qu'on peut critiquer, etc. C'est pas la question. Mais le fait de dire qu'il y a un interlocuteur ou pas n'est pas forcément peut être un justificatif pour aller vers une solution politique. Et encore une fois, je pense que si une solution politique il y aura, c'est par rapport à des pressions par en bas. Juste pour dire, le problème, encore une fois, n'est pas limité à la droite ou l'extrême droite israélienne. Historiquement, c'est le Parti travailliste se situant à gauche du spectre politique israélien qui a fondé l'État d'Israël, qui a fait la Nakba, le déplacement forcé, qui a commencé la colonisation, etc. Donc, c'est encore une fois, voilà, l'État d'Israël, en tant que colonie de peuplement, cherche encore une fois à l'expulsion, l'élimination. Mais bien sûr, cela dit, au-delà de ça, il y a une volonté de créer une division au sein des Palestiniens et Palestiniennes. D'ailleurs, Netanyahou disait très clairement, on va renforcer le Hamas pour empêcher toute perspective d'encourager une situation à deux États. Et même plus historiquement, durant les années 70, 70, 80, l'ancêtre du Hamas, le Jama'a Islami, le Jama'a Islami, pardon, ou le mouvement des frères musulmans à l'intérieur de la Palestine, était en partie encouragé par l'occupant israélien face à l'OLP, face aux factions combattantes, parce que à cette époque-là, le mouvement des frères musulmans avait fait le choix de ne pas résister militairement face à l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire que c'est une création de l'État d'Israël, mais ils avaient intérêt à créer cette division. Ça, c'est très clair. Hein. C'est une politique, voilà, de diviser pour mieux régner. Tant que les États-Unis continuent à livrer des armes de destruction à Israël, Israël n'a aucune raison de changer de politique. À votre avis, Joseph Daer, que faire devant ce jeu? Vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, je pense que c'est reflété, si vous avez vu le débat entre Trump et Biden, ils se battaient pour savoir qui était le plus grand soutien à l'État d'Israël. Cela montre l'importance de l'État d'Israël dans la politique étrangère américaine pour consolider son influence dans la région, de renforcer la normalisation avec les États arabes et, encore une fois, face à la rivalité avec la puissance chinoise montante. Que faire? C'est une grande question, mais pour moi, c'est simplement par les pressions par en bas, par la montée des mobilisations en faveur de la solidarité avec la Palestine, renforcer les campagnes de boycott des investissements en sanctions et en fait rendre Israël infréquentable, ce qu'il est. C'est un État voilà, d'apartheid colonial, d'occupation et les populations dans quelques pays que ce soit doivent refuser toute forme de collaboration avec ce type d'État. D'ailleurs, comme avec tout type d'État qui viole les droits humains de manière. Mais voilà, c'est donc la solution, ça doit passer par les mobilisations. Ça ne veut pas dire que ça va être rapide, mais qu'il faut structurer ces mouvements. Et encore une fois, la seule chose peut-être positive dans la catastrophe actuelle, c'est la montée de la conscientisation autour de la question palestinienne, de la solidarité avec les Palestiniens et Palestiniennes. Et encore une fois, la menace que constitue, même pour les États occidentaux, la question palestinienne est reflétée également par la montée de la criminalisation, de la répression face à la solidarité avec la Palestine, qui peut se voir à peu près partout. Donc voilà, ça, ce serait mes derniers mots. Ça veut dire, je veux dire dans le cadre de cette interview, c'est de renforcer voilà, la solidarité internationale, malgré toutes les difficultés partout dans lesquelles on vit.
Merci Joseph Daher d'avoir accepté notre invitation. J'aurais aimé continuer il y a longtemps sur ce volet. On sera amené à se revoir sur notre antenne, cette fois-ci en présentiel, je l'espère. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur et écrivain. Très bientôt, Joseph Daher. Merci beaucoup pour cette opportunité. Ainsi s'achève notre rendez-vous géopolitique Focus News, préparé et présenté par Rostom Afid Gheshati et ses invités.